Les élus, mesdames et messieurs, le public ici présent et puis à distance, bonsoir. Donc nous sommes ici réunis dans la salle du conseil municipal. Heureusement qu'il y a quelques absents parce que vous pouvez le constater que nous aurions quelques difficultés pour pouvoir accueillir l'ensemble des 29 élus. Donc, lié en fait à la fin des restrictions liées à la crise sanitaire, le conseil municipal doit se dérouler dans la salle du conseil. Je pense que pour la prochaine session du conseil municipal, on vous proposera, il faut une délibération, que le conseil municipal se déroule dans la salle du Passerelle, puisque sinon, ça risque d'être compliqué de tenir les conseils municipaux dans cette salle qui est assez restreinte et qui ne nous permettra pas d'accueillir le public dans de bonnes conditions. Mais donc, on planifiera cette proposition à vous soumettre lors du prochain conseil municipal. Voilà, donc je vous propose de commencer le conseil municipal de ce jour, du mardi 12 octobre. Et la première étape consiste à désigner le secrétaire de séance. Et comme habituellement, nous proposons que ce soit Madame Goudard, Alexandra Goudard, qui soit la secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions? Non? Des abstentions? Non. Eh bien, merci. Donc, Madame Goudard, vous êtes la secrétaire de séance et vous allez commencer par faire l'appel des conseillers. Merci, bonsoir à tous. Alors, commençons par Virginie Babic, qui est représentée par Hélène Noc-Brunet. Jean-Louis Bancel sera représenté par Sylvia Carr. Martine Buis. Mélodie Burkhardt sera représentée par Robert Dessaigné. Lucas Kant. Gérard Caprini est représenté ce soir par Frédéric Faure. Virginie Chavreau ne devrait pas tarder. Non, elle est représentée par moi-même d'ailleurs. Alors, par Nathalie Sorin. En fait, il y a... Ah, pardon, je vais mettre le haut-parleur. Il y a aussi des commissions à la communauté de communes du Pays de l'Arbrel. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre d'élus qui ne sont pas présents ce soir, puisqu'ils assistent à ces commissions. Hervé Chavot. Présent. Robert Dessaigné. Présent. Martine Dimino. Présent. Frédéric Faure. Présent. Yann Frachis. Présent. Alexandra Goudard présente. Philippe Grimonet. Présent. Sylvia Carr. Présent. Jean Klein. Présent. Delphine Courteleu sera représentée par François Toula. Thierry Magnoli est représenté par moi-même, Alexandra Goudard, présente. Julie Médina. Présent. Lise Monnier. Présent. Hélène Noc-Brunet. Présent. Nicole Papot sera représentée par monsieur Christian Parizeau. Éric Polny. Présent. Christian Ponsonnaille. Magali Rogel. Mais elle ne va pas tarder. Nathalie Sorin. Présente. Monsieur Surla-Prichard sera représenté par Hervé Chavot, qui est ici présent. Et François Toula. Voilà. Merci. Voilà. Ah, et voilà Magali Rogel, qui est présente. Magali? Ici. Ok. Voilà, et bien le quorum étant atteint, je vous propose donc de commencer le conseil municipal de ce jour avec le premier point qui concerne la création de postes. Et donc ce point a deux parties. La première partie, c'est la création de 3 postes d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet. Donc c'est un point qui est similaire à celui que nous avions abordé lors du dernier conseil municipal et qui concerne des évolutions de grade. Donc, je vous rappelle qu'en début d'année, nous avions défini des lignes directrices de gestion qui permettent de rendre objectif l'avancement de grade suivant des critères. Et donc, sur ces bases-là, 3 postes d'adjoint administratif pouvaient prétendre à avoir un avancement de grade adjoint administratif principal de 2e classe. Et donc, il est demandé aux conseillers de bien vouloir créer ces 3 postes d'adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet. Et comme indiqué habituellement, les postes des anciens grades seront supprimés après avis du comité technique et feront l'objet d'un prochain point lors d'un prochain conseil municipal. Y a-t-il des questions? Non? Pas d'observation? Bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette proposition est adoptée à l'unanimité. Merci pour ces agents.
Le deuxième point concernant cette création de postes concerne la création de 2 postes appartenant au cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux à temps complet. On appelle plus généralement ou plus couramment cadre B. Donc 2 agents ont demandé leur mutation au 1er décembre 2021. C'est assez courant en début de mandat puisqu'il y a des opportunités de postes qui se libèrent dans la fonction publique et donc les agents peuvent avoir des opportunités de soit de se rapprocher de leur domicile, soit d'avoir de nouvelles propositions et d'entamer une deuxième carrière. Et donc c'est le cas pour 2 agents de notre collectivité. Donc, pour pouvoir les remplacer, nous proposons donc de créer 2 postes dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. Donc, je rappelle, c'est ce qu'on appelle plus souvent les agents de catégorie B. De ce fait, il est demandé aux conseillers de bien vouloir créer ces 2 postes appartenant au cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux à temps complet. Comme indiqué et comme précédemment, les postes des anciens grades seront supprimés après avis du comité technique et feront l'objet d'un prochain point lors d'un prochain conseil municipal. Il est précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui, monsieur Parisot. Je voulais connaître le grade des agents qui ont demandé leur mutation. Le cadre, alors, je n'avais pas prévu la question, mais j'ai ma Bible ici. Hop là. Je vous demande une petite minute. Il me semble qu'ils n'étaient pas rédacteurs. Non, tout à fait. Oui, donc si, c'est un grade supérieur. C'est un grade supérieur. D'ailleurs, si ces agents étaient restés, oui. Ces agents auraient pu aussi prétendre à avoir un avancement de grade suivant les mêmes critères. Donc ça aurait pu être une proposition d'avancement de promotion. Ça aurait été analysé pour les agents, mais non, leur statut actuel était, je vais me retourner, catégorie C, mais il faut que je sois beaucoup plus précise, donc adjoint administratif principal de première classe, de mémoire. Ouais. Et pourquoi vous n'avez pas rembauché au même Parce que en fait, en fonction des attendus et de la fiche de description de poste, ouais. Nous souhaitons en fait au niveau financier de faire du pilotage, par exemple, du pilotage financier, et ça correspond à un poste de catégorie de grade, rédacteur principal. D'accord. Ça, c'est pour la partie finance, et pour la partie ressources humaines. Nous souhaitions en fait compléter le poste actuel de ce qu'on appelle le GPEX, c'est-à-dire d'avoir des prévisions sur les emplois et compétences sur les années à venir. Et ça relève en fait des tâches, des fonctions du poste rédacteur principal deuxième classe. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Ces postes seront donc... cette délibération est donc adoptée à l'unanimité et feront l'objet. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être vu que les offres d'emploi sont publiées et sont en cours de... On attend en fait les différents retours sur ces offres d'emploi. Le point suivant concerne... le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. Donc, je ne vais pas tout vous lire le texte, en fait, mais c'est donc la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a créé une nouvelle obligation qui s'applique à l'ensemble des employeurs dans les 3 versants de la fonction publique. Et c'est donc l'instauration d'un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. Donc, le décret prévoit de mettre en œuvre une procédure de recueil de ces signalements par les victimes et les témoins et une procédure d'orientation des agents victimes ou témoins vers des services qui sont en charge de leur accompagnement, de leur soutien et vers les autorités compétentes en matière de protection fonctionnelle et de traitement des faits signalés. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique au niveau des entreprises.
et donc ça a été étendu à la fonction publique. Donc pour cela, en fait, le Centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon propose une nouvelle prestation pour la mise en œuvre de ce dispositif qui est obligatoire. Et il a choisi d'externaliser ce dispositif par l'intermédiaire d'un contrat auprès de prestataires, et ceci pour garantir une totale indépendance entre les conseils dispensés aux employeurs par les services du CDG 69 et l'accompagnement et le soutien qui est prévu par ce dispositif en direction des agents. Et donc, les collectivités et les établissements publics qui le demandent peuvent adhérer à ce dispositif qui comprend donc une procédure de recueil des signalements, une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes et une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes. Donc, le traitement de ces faits signalés peut également être assuré par le dispositif ainsi que sur diverses prestations complémentaires. Donc, cette adhésion permet à la collectivité de répondre à ses obligations et de bénéficier des services suivants. La mise à disposition d'un outil dématérialisé permettant de recueillir ces signalements des agents et de suivre le traitement de ces signalements, et puis des prestations de conseil, d'accompagnement et des traitements de ces situations. Pour cela, les collectivités verseront une participation annuelle qui dépend en fait du nombre d'agents. Et donc, pour la commune de Lantilly, le montant annuel est fixé à 300 € compte tenu de ses effectifs. Lorsque les collectivités et les établissements dont un ou plusieurs agents effectuent un signalement sur cette plateforme, ils devront alors verser aux prestataires en charge de l'orientation et en charge de l'accompagnement de ces agents une assistance qui sera facturée au cas par cas. La durée de la convention, elle est de 2 ans, renouvelable une année, et le comité technique du 20 septembre 2021 a émis un avis favorable à ce dispositif. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention d'adhésion à intervenir en application, je le rappelle, de l'article 26.2 de la loi du 26 janvier 1984 avec le CDG et d'autoriser Madame le maire à la signer, ainsi que ses avenants, le cas échéant, et le certificat d'adhésion tripartite, et d'approuver le paiement annuel au CDG, paiement d'une somme de 300 € relative aux frais de mise à disposition, de gestion et de pilotage du contrat jusqu'au terme de la convention et calculé compte tenu de ses effectifs qui comptent aujourd'hui 55 agents. Et vous aviez en annexe le projet de la convention. Y a-t-il des observations ou des questions? Juste une petite question. Si j'ai bien compris, les 300, c'est juste l'adhésion? Oui. Et après, au cas par cas, on sait à peu près combien ça coûte? J'avais lu, non, c'est pas dans la délibération. Moi, j'avais lu que c'est des prestations autour de 1 000 €, mais ça resterait à confirmer. Je ne sais pas si Robert de Seigné à côté ou au niveau des services, si on a l'information. C'est des prestations, ça dépend en fait du type d'accompagnement. En fait, il n'y a pas de tarif standard, mais c'est à la journée en fait. Ce sont des prestations d'assistance avec une facturation journalière. Okay. C'est établi au cas par cas en fonction de la gravité des agissements et du soutien qui est nécessaire pour accompagner les agents. C'est une très bonne chose. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Il faut souhaiter qu'on ait le moins possible d'agents qui soient dans ces situations, mais c'est important que ce type de dispositif existe. Et je l'ai rappelé à l'ensemble des agents et lors du comité technique. C'est le rôle des hiérarchies de signaler ces agissements, mais c'est aussi le rôle des collègues, puisque tout signalement qui n'est pas signalé peut être passible de condamnation assez importante. On a le devoir de signaler ces agissements. Pas d'autres questions? Bien, je vous propose de soumettre cette délibération au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Merci, c'est une très bonne chose en espérant ne pas avoir à s'en servir. Le point suivant concerne aussi le centre de gestion 69 et donc c'est l'adhésion à la convention unique du centre de gestion 69. Donc le centre de gestion propose un certain nombre de missions qu'il réalise, soit via la mise à disposition d'experts pour le compte des collectivités. Certaines de ces missions sont spécifiques et donnent lieu à l'établissement d'une convention pour la durée de la mission, et d'autres s'inscrivent dans la durée et permettent aux adhérents de faire appel aux services du centre de gestion tout au long de l'année. Il s'agit de la médecine préventive, par exemple, de la médecine statutaire et de contrôle, de la mission d'inspection d'hygiène et sécurité, des conseils en droit des collectivités, une mission d'assistante sociale, une mission d'archivage pluriannuel, une mission en matière de retraite dans le cadre de traitement des cohortes et des missions d'intérim. Pour ces missions qui sont dites à adhésion pluriannuelle, le centre de gestion propose désormais la conclusion d'une convention unique d'une durée de 3 ans et renouvelable une fois. Le processus d'adhésion est donc simplifié, puisque chaque collectivité qui souhaite bénéficier d'une ou de plusieurs missions signe la convention unique. Mais par contre, elle choisit ensuite la ou les missions qu'elle souhaite et elle signe les annexes correspondantes qui précisent les modalités de mise en œuvre de ces missions que le centre de gestion va réaliser pour son compte. La gestion de ces missions est améliorée, puisque une fois que la convention et ses annexes sont signées, la collectivité peut solliciter le centre de gestion pendant toute la durée de la convention. On rappelle que cette convention est 3 ans renouvelable une fois. Et pendant toute cette durée, elle peut décider d'adhérer à de nouvelles missions ou d'en arrêter. En cas de nouvelle adhésion, la mission sera réalisée pour la durée restante de la convention unique et au terme des 6 années, une nouvelle convention sera proposée. Alors, on rappelle pour information que la commune de Lantilly bénéficie actuellement des missions suivantes: la médecine préventive, la médecine statutaire et de contrôle, la mission d'inspection hygiène et sécurité et la mission d'intérim. Et donc, nous vous proposons de poursuivre ces missions. La signature de cette nouvelle convention et de ses annexes mettra fin aux conventions en cours avec le centre de gestion qui deviendront caduques. Donc, de ce fait, il est proposé aux conseillers d'approuver l'adhésion à cette convention unique du centre de gestion pour bénéficier des missions qui sont proposées à compter du 1er janvier 2022, et cela pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois par tacite reconduction, et de dire que cette convention unique remplace les éventuelles conventions en cours avec le centre de gestion et relatives aux missions visées, et de poursuivre ces missions, à savoir la médecine préventive, la médecine statutaire et de contrôle, la mission d'inspection d'hygiène et de sécurité et la mission d'intérim. Alors, au niveau des tarifs annuels, pour la médecine préventive, c'est le coût par agent est de 80 €. Pour la médecine statutaire et de contrôle, le coût est de 0,030% de la masse salariale. Pour la mission d'inspection hygiène et de sécurité, c'est inclus dans la cotisation. Et pour les missions d'intérim, c'est 6,5% de la rémunération de l'agent et des charges patronales associées. Nous proposons aussi d'autoriser Madame le maire à signer cette convention unique ainsi que ses annexes et d'inscrire les crédits nécessaires à la prise en charge de ces frais dans le budget. Y a-t-il des observations ou des questions sur cette convention unique avec le centre de gestion ou sur les différentes missions sur lesquelles la commune de Lantilly propose de s'engager et qui sont les mêmes qu'aujourd'hui? Non, c'est clair pour tout le monde? Très bien. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Donc, nous allons simplifier toutes les démarches un peu administratives avec le centre de gestion. Et en termes de services, nous sommes à l'identique d'aujourd'hui. Le point suivant concerne la subvention à l'association Futsal et c'est Monsieur Chavot qui va présenter ce point. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, comme vous le savez, le futsal en Lantilly, comme beaucoup d'associations, manque de place pour pouvoir s'entraîner puisque le gymnase Robillard est toujours saturé. Ça ne va pas s'arrêter là, de toute façon.
Et l'association a trouvé donc une salle pour pouvoir s'entraîner, mais c'est une salle privée parce qu'en fait, le futsal est une discipline qui n'est pas reçue partout et notamment pas au gymnase Grand Champ. Sinon, on aurait eu plus de facilité à louer le gymnase intercommunal. Donc, ils nous sollicitent parce qu'en fait, cette salle va leur coûter 1 200 € et ça leur permettra d'avoir à peu près 1 heure ou 2 heures d'entraînement supplémentaires par semaine. Voilà, donc ils nous sollicitent pour une somme de 50% de la location. Il nous a semblé qu'il était important de soutenir cette association, donc voilà, de ce fait, on vous demande de bien vouloir octroyer une subvention correspondant à 50% du prix de la location avec un montant maximum de 600 €. S'il y a des questions. Oui, bon, c'est très bien. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que toutes les autres associations fassent la même chose et qu'à la sortie, on se retrouve avec un montant de subvention supplémentaire. Si les associations comme le basket, enfin, tout ce qui peut jouer en sol, il manque des temps, est-ce que ça ne va pas entraîner quelque chose qui va être presque obligatoire à donner aux autres? Alors, je comprends la question, hein, on n'a rien à voir avec le basket ou autre, justement, parce que les autres ont plus de temps de possibilités. Ouais, mais là, le créneau le futsal n'a qu'un seul créneau d'entraînement. Hein, ils n'ont pas la possibilité de se développer. Ils peuvent rien faire du tout. Ils ont même pas assez d'entraînement. Donc, ne pas pouvoir s'entraîner pour faire du sport, c'est aussi entraîner des blessures, des risques de blessures. Et puis, il me semble que c'est important de faire en sorte que nos associations puissent se développer. Après, on fera au coup par coup, effectivement. Pour le moment, on a uniquement le futsal qui nous a demandé ça. Ils ont eu l'opportunité. Si d'autres associations souhaitaient avoir plus de créneaux, on aurait moins de problèmes de toute façon parce que la location au gymnase Grand Champ, par exemple, est à 10 € de l'heure. Donc, c'est beaucoup moins cher. Et le problème du futsal, c'est qu'il n'est pas accepté au gymnase Grand Champ. Et on peut connaître le nom de la salle où ils seront? De l'association? La la salle, pour l'instant, je ne l'ai pas, mais on prendra bien sûr, avant de verser la subvention, tous les justificatifs de manière à ce qu'on soit certain que tout se passe dans les règles. C'est une salle privée. Oui, justement. Qui n'est pas sur la communauté de communes. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que je n'ai pas retenu le nom, mais c'est dans la vallée d'Azergues, c'est du côté de Chazay. Je ne suis pas sûr de quelle ville c'est. Voilà. Mais je vous le dirai, il n'y a pas de problème. Ouais. Je pense que nous, on va s'abstenir pour cette question-là. D'accord, très bien, c'est noté. Mais en fait, on sait en fonction des besoins, en fait, à la fois les besoins des associations et aussi l'accroissement de la population. On en a parlé dans la présentation du plan de mandat, que les besoins en salle de pratique de sport sont croissants aussi. Et donc, d'où la proposition et d'inscription dans le plan de mandat de la construction d'une extension du gymnase sur la commune, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les équipements municipaux sont restreints, ne permettent pas de pouvoir offrir tous les services sportifs à la population et obligent les différents clubs à aller utiliser des salles soit communautaires, soit extérieures, privées, comme dans ce cas-là. Et en effet, il faut veiller à maîtriser les dépenses, mais c'est un fait qu'aujourd'hui, sur la commune, on n'a pas assez de structures d'équipements sportifs et qu'il y a un besoin de pouvoir les développer plus qu'aujourd'hui. Observation? Non? Bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Monsieur Kant, Monsieur Parisot, Madame Papeau, Madame Acarme, Monsieur Bancel. Et donc, qui est pour? Pardon, on prend le temps de noter. C'est bon? Voilà, le point suivant concerne le point 5, qui est la décision modificative numéro 1, et c'est Monsieur Desaigné qui va présenter ce point. Bonsoir à tous. Alors, c'est la première décision modificative de l'année, effectivement, la numéro 1, on n'a pas eu depuis le budget.
Alors, cette décision concerne le FPIC, hein, c'est le Fonds de péréquation intercommunale entre communes riches et communes pauvres. Alors, ce qui s'est passé, on nous a communiqué le montant qui nous était réservé cette année et on a eu une mauvaise surprise parce qu'il est nettement supérieur à ce qu'on nous avait annoncé une stabilisation de cette participation. En fait, ça a augmenté un petit peu plus que prévu. Alors, ce qui se passe, c'est que ça fait partie du chapitre 14, atténuation de produits. Et un chapitre ne peut pas être déficitaire. Et malheureusement, ce chapitre-là, il ne concerne que 2 lignes, c'est-à-dire le FPIC là, et la contribution SRU. Et la contribution SRU, elle est conforme au budget, mais celle-ci, elle dépasse. Donc, ce qui fait que le chapitre, lui, il est au-delà du budget prévu. Donc, on est obligé de faire cette opération. Alors, donc, on va faire une nouvelle répartition de dépenses, c'est-à-dire qu'on va augmenter les crédits pour cette ligne, et ces crédits qu'on va prélever sur un autre compte qui s'appelle dépenses imprévues. Donc, on a pris 10 000 € d'un côté et on le met de l'autre pour équilibrer. En fait, c'est une opération comptable sans impact sur la trésorerie, mais elle nous est imposée par les règles comptables. C'est une opération de régularisation. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il y a une diminution de crédit d'un côté, une augmentation de crédit de l'autre en dépenses. C'est tout simplement une nouvelle répartition de la dépense. Donc, ça sert un petit peu à ça, ces dépenses imprévues, mais enfin, moins on les utilise, mieux c'est. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc, nous vous proposons de passer ça fait écho. Voilà, de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. C'est une opération comptable pour équilibrer les comptes, mais qui ne change pas le montant du budget. Le point suivant concerne donc le point 6 pour les personnes à distance, qui concerne donc la modification des statuts du SIDER. Et c'est Monsieur Frachis qui va présenter ce point et qui va rappeler ce qu'est le SIDER. Merci, bonsoir à tous. Donc le SIDER, c'est le syndicat départemental d'énergie du Rhône. C'est un syndicat composé des communes du territoire, initialement créé en 1950, notamment pour l'électrification de l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, ce syndicat est notamment connu par les collectivités pour gérer l'éclairage public. Or, depuis les derniers statuts du SIDER de 2007, il y a eu plusieurs lois en faveur de la rénovation énergétique, les lois énergie-climat ou croissance verte 2015 et 2019. Et le SIDER a étoffé un petit peu son champ de compétences. Dernièrement, le SIDER a décidé donc de modifier ses statuts pour mettre en valeur le rôle majeur qu'il joue dans le domaine de la transition écologique, à travers la mutualisation de moyens des communes adhérentes. À noter que pour la commune de Lantilly a adhéré auprès du SIDER pour certaines communes, dont l'électricité, donc l'éclairage public et la maintenance, la distribution publique de gaz, et dernièrement la mobilité propre, puisqu'on a délibéré sur le sujet il y a moins d'un an, me semble-t-il, notamment s'agissant des bornes infrastructures de recharge pour véhicules électriques, donc les bornes de recharge pour véhicules électriques, dont des bornes viennent d'être installées à ce propos derrière l'église et ne sont pas encore mises en service, mais vont l'être prochainement. Donc le SIDER a approuvé ces modifications de statut le 22 juin dernier, et on a, en tant que commune membre, 3 mois à compter de la notification qui date du 18 août pour se prononcer et émettre un avis favorable sur l'évolution de ses compétences. Les compétences donc ont été complétées comme suit pour des compétences optionnelles. À noter que sur les compétences optionnelles, la commune peut choisir ses options ou pas, notamment s'agissant de la production et distribution de chaleur et de froid. La mobilité propre, donc on avait les bornes de recharge pour véhicules électriques, mais ils ont ajouté aussi la distribution d'hydrogène, d'avitaillement de véhicules au gaz, et d'autres sources de carburant propre. Sur la production d'électricité, le SIDER a élargi sur l'agrivoltaïsme, donc le photovoltaïque sur les bâtiments agricoles, et les ombrières pour parking, ainsi que toute utilisation utilisant d'autres énergies renouvelables.
Ensuite, il y a eu la maîtrise de la demande d'énergie par une gestion optimisée des réseaux, notamment une aide technique, outil de mutualisation avec un logiciel Prosper, s'agissant du suivi des consos. Et la gestion des nouvelles installations de production d'énergie, autres qu'électricité, comme des unités de production de biogaz à partir de méthanisation et des unités de cogénération, donc pour produire de l'électricité. Et enfin, un dernier point concernant l'animation des plans climat, air, énergie territoriaux. Donc, la commune peut, si elle le souhaite, missionner le SIDER de manière ponctuelle pour les activités complémentaires à ses compétences optionnelles qu'on vient de lister, qu'elles soient obligatoires ou optionnelles, sans qu'il soit besoin de transférer une compétence particulière. Alors, je liste rapidement toutes les prestations pour lesquelles il suffit de demander au SIDER d'intervenir, sans pour autant délibérer. L'étude prospective ou conseil en aménagement de territoire, la coordination de la maîtrise d'ouvrage, l'aide technique à la gestion des installations et à l'ingénierie technique, la gestion mutualisée des C2E, certificats d'économie d'énergie, la réalisation d'études, la prise de participation dans les sociétés publiques ou privées, dont l'objet social est la production d'énergie renouvelable, la création ou l'adhésion à une association, la prestation de services comme mutualisation des achats, le développement d'activités de recherche et de soutien pour les projets innovants, la sensibilisation et la formation du grand public et des élus. Donc, en synthèse, le SIDER élargit grandement en fait son champ d'intervention pour essayer d'aborder la transition énergétique, notamment par des moyens techniques d'accompagnement des communes et d'investissement. À ce sujet, on a rencontré dernièrement les techniciens du SIDER qui envisagent de proposer l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments des communes du territoire. On aura l'occasion d'en reparler prochainement. Donc, à ce jour, il est demandé aux conseillers de bien vouloir émettre un avis favorable sur cette modification des statuts pour l'élargissement des compétences optionnelles, sachant que, s'agissant de la commune de Lantilly, il n'y a pas d'incidence sur les compétences actuelles opérées par le SIDER pour la commune. Est-ce que vous avez des questions ? Des questions ou des observations? Non? Bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité. Donc, nous pourrons confirmer au SIDER que la commune de Lantilly a validé ses statuts dans les délais de 3 mois. Merci. Le point suivant c'est le point 7, concerne la convention territoriale globale avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, et c'est Madame Goudard qui va vous présenter ce point. Merci. Alors, aujourd'hui, la participation de la Caisse d'allocation familiale, donc de la CAF, aux actions liées à la petite enfance, à l'enfance et à la jeunesse est régie par un contrat enfance-jeunesse, un CEJ. Ces CEJ sont amenés à disparaître pour être remplacés par des conventions territoriales globales, qu'on appellera les CTG. Ces CTG, donc conventions territoriales globales, seront signées entre la CAF, les partenaires locaux, toutes les communes, pour nous, de la CCPA, et la communauté de communes des Pays de l'Arbrel. Elle s'appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires. Elle permet l'identification des priorités, la définition des moyens dans le cadre d'un plan d'action adapté. En mobilisant l'ensemble des ressources du territoire, cette CTG renforce les coopérations et contribue ainsi à une plus grande efficacité et complémentarité d'intervention. Ainsi, toutes les communes de la CCPA doivent rentrer dans le dispositif des CTG cette année et définir la partie diagnostic, objectifs de développement et modalités prévisionnelles de mise en œuvre avant la fin de l'année 2021. Sur les 7 pôles régis par la CTG, donc je vais vous les citer pour mémoire, il y a la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, l'accompagnement à la parentalité, l'animation de la vie sociale, l'accès aux droits, aux services et à l'inclusion numérique, le logement et l'amélioration du cadre de vie. Donc, parmi ces 7 pôles, seulement quelques-uns seront régis par la commune de Lantilly, les autres étant régis par la communauté de communes des Pays de l'Arbrel.
Donc, nous avons élaboré ainsi 4 fiches thématiques qui vous ont été présentées lors de la commission générale du 20 septembre dernier. Ces fiches ont été travaillées avec les différents acteurs de la commune qui étaient concernés par ces thématiques. Ces 4 fiches sont donc la petite enfance, l'enfance, la jeunesse et la parentalité. Pour toutes les communes, elles se présentent de la même manière, avec un diagnostic partagé, avec une élaboration des atouts et des opportunités identifiées, des faiblesses et des menaces, avec l'élaboration d'objectifs qu'on a déterminés ensemble avec les différents partenaires, les modalités prévisionnelles de mise en œuvre, le territoire d'intervention, les instances de pilotage et de coordination. On a également cité les différents partenaires mobilisés et les indicateurs d'évaluation qui nous permettront de voir l'évolution de ce contrat à travers les années. Les modalités de financement, quant à elles, feront l'objet d'une autre convention qui sera ultérieure et que nous travaillerons l'année prochaine. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas reçu le projet de convention, l'essentiel étant dans les fiches thématiques. Donc, afin de ne pas pénaliser la collectivité dans sa démarche avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, il est demandé aux conseillers de bien vouloir approuver la collaboration avec la Caisse d'allocation familiale dans le cadre de l'élaboration de la convention territoriale globale, d'autoriser Madame le maire à procéder à la signature de la convention et à intervenir avec la CAF du Rhône ainsi que tout document y afférent. Y a-t-il des questions ou des observations? Il y a une petite faute là dans le document. C'est doucement, ça va pas trop vite, hein. Ça va bien avec le fait qu'on n'a pas reçu le projet de convention, mais voilà, c'était un lapsus, comme dit Monsieur Dosseignet. Y a-t-il des observations ou des questions sur cette convention qui, dans cette version, s'appuie sur les fiches telles qu'elles vous ont été présentées lors de la commission générale et telles que vient de le rappeler Madame Goudard, hein. Y a-t-il des observations? Non? Je vous propose de passer au vote, hein. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, qui est pour? Eh bien, ce principe de convention, puisque c'est plus un principe, est adopté à l'unanimité. Et dès que nous la recevons, nous la transmettrons. Si nous la recevons d'ici le prochain conseil municipal, nous la transmettrons à l'ensemble des conseillers. Le point suivant, le point 8, concerne la convention avec le département du Rhône et plus concrètement les travaux concernant le chemin de la Madone. Et c'est Monsieur Grimonet qui, en l'absence de Monsieur Magnoli, va présenter ce point. Oui, donc le chemin de la Madone a un statut départemental. Historiquement, c'était l'ancienne départementale. Il est situé en agglomération et en très mauvais état. Et le département n'a pas mis ce chemin comme prioritaire dans les classements des voies structurantes du département. Donc à terme, il sera retrocédé à la commune. Mais avant tout ça, il faudra qu'il le retrocède en bon état. Donc aujourd'hui, la couche de roulement est très abîmée du fait du trafic et des véhicules et des camions aussi, puisqu'il y a des entreprises qui sont dans le secteur. Donc la commune va profiter de ce transfert pour effectuer des travaux et remettre en place les déplacements doux et les trottoirs. Voilà, donc en fait, il y a un projet de travaux de 80 347,55 € hors taxe. Et donc, la couche de roulement, elle, ça correspond à 25 632,75 €. Et donc, cette somme serait prise en charge par le département. Donc, ils nous repayeront, une fois les travaux faits, cette somme-là. Voilà, donc en annexe, il y a la convention, vous pouvez tous voir. Et le département a aussi autorisé la commune un démarrage anticipé des travaux. Voilà, donc de ce fait, il est demandé aux conseillers de bien vouloir autoriser Madame le maire à signer la convention, à intervenir dans la commune et le département, ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. Y a-t-il des observations ou des questions? Oui, Monsieur Parizeau.
Oui, donc nous, on avait été approchés également pour le département pour cette voirie. Et on avait quand même un désaccord avec le département parce qu'on trouvait que le département prenait pas trop de travaux à sa charge. C'est-à-dire que faire une couche de roulement, c'est bien, mais je pense que la fondation de la voirie est un peu abîmée également. Et je pense que laisser 55 000 € à la commune, ça fait quand même quelque chose de cher. Alors, la commune, elle prend en charge toute la Oui, oui, partie j'ai bien revêtement qui est propriété du département. C'est à la charge du département. Alors, on entend que votre vision, c'est que cette partie de revêtement, vous la trouvez pas suffisante. Là, les 80 000 € correspondent pas du tout à la partie revêtement, mais correspondent aux travaux qui relèvent de la chausse, enfin des périphéries en fait, et qui sont l'aménagement des trottoirs, l'aménagement d'un plateau surélevé pour sécuriser la traversée pour les enfants qui utilisent, enfin qui viennent dans le centre-village Oui. à partir de la partie nord J'ai très de bien la commune. compris, mais le problème, c'est qu'à mon avis, 26 000 € pour faire la chaussée sol, c'est pas suffisant. Parce que s'ils mettent juste une couche d'enrobé, à mon avis, dans 5 ans, ça sera exactement la même chose qu'aujourd'hui. Nous notons votre observation en fait. Est-ce qu'il fallait, il y avait une demande très, très attendue en fait des riverains à la Non, mais je fois suis bien sur la d'accord, hein. partie nord, sur le département, lui, ne s'engageait qu'à la Ah bah, réalisation de ces travaux. Donc en fait, la question c'est est-ce qu'on bloque et qu'on fait et on ne fait rien, ou est-ce qu'on est peut-être ça aurait pu être mieux. Mais en attendant, il n'était pas possible de réaliser ces aménagements. Et nous, compte tenu des demandes de l'urgence et de la sécurisation, on a fait le choix d'entamer les travaux, en fait. Non, mais je suis bien d'accord avec vous. Moi, Voilà. tout ce En que fait, je c'est le pense choix entre ne seulement- rien faire, parce qu'on trouve que la proposition du département n'est pas acceptable, Ah bah non. ou le choix entre dire, bah oui, ça aurait pu être mieux, mais compte tenu du fait que le département ne souhaite pas faire plus que ça, eh bien, on engage quand même les travaux de sécurisation et de la rétrocession à la commune. Moi, ce que j'ai peur, c'est que la voirie ne tienne pas le coup. On verra. Voilà. Donc, nous, Mais en attendant, on aura sécurisé les abords, Ah, mais ça, les les abords, je suis traversées, tout on à fait aura, d'accord, oui. alors je ne vais pas dire résolu, mais on aura amélioré, puisque résoudre, ça va être compliqué, mais on aura amélioré les problèmes de stationnement dans le secteur. Et on verra le devenir du revêtement de la chaussée. Le problème, c'est qu'après, ça sera au compte de la commune de refaire. C'est clair qu'à partir du moment où il y a une rétrocession à la commune, c'est dans le futur, c'est la commune qui aura en charge Tout à fait. les coûts des travaux sur cette partie-là. Mais la problématique, c'est on avait le choix entre ne rien faire, laisser en l'état, puisque la commune n'allait pas faire les travaux d'aménagement si elle n'en était pas propriétaire. Donc la question, c'était soit on ne fait rien, soit on fait avec, sur la base de l'engagement du département, on complète pour pouvoir sécuriser et aménager des stationnements sur cette voirie. Bah, je trouve que le département a un beau rôle là-dedans quand même. Ce qu'on peut constater, c'est que de toute façon, si on ne fait rien, ça nous coûtera encore plus cher après une fois rétrocédé, puisque à ce moment-là, on aura la totalité à refaire, même si la couche ne tenait pas. Observation ? Oui, monsieur Comte. Je voulais juste savoir du coup si ce qui se dit est vrai et que en dessous de la couche, ce soit pas bon, les fondations soient pas bonnes. Est-ce que nous, en tant que mairie, on peut mettre une réserve à ça, quoi? Alors, nous, en tant que, je ne sais pas s'il y a un élu, en tant qu'élu ou service technique, on n'a pas l'expertise pour dire si elle est bonne ou pas bonne. Je ne sais pas ce qui vous a fait dire qu'elle n'était pas bonne, le revêtement. Je ne sais pas. Si on a une garantie. Oui. Après, vous savez, quand on fait des réclamations, il faut s'appuyer sur des faits concrets. C'est différent d'avoir la perception que le revêtement ou que les fondations sont mauvaises et puis le fait de prouver que les fondations sont mauvaises. Donc, je ne sais pas si vous aviez les éléments qui permettent de mettre en demeure le département
Parce que c'est ça, après, on est dans... Il y a une chose très simple à faire, hein, c'est de faire un sondage. Oui. Il n'y a rien de plus simple. Bah, Ça ne va pas coûter très cher et on peut très bien faire un sondage. Non, je ne sais pas. On reviendra vers vous. Mais de toute façon, oui. Oui, après, donc j'imagine que ceux qui ont fait le chiffrage, ils ont quand même regardé, et après l'entreprise qui va exécuter, elle a aussi un devoir de conseil. Et si quand ils enlèvent l'enrobé avant de le refaire, ils s'aperçoivent qu'il y a un problème quelconque, ils sont quand même là pour le signaler. Mais ils ne vont pas l'enlever, ils vont le gratter seulement. S'ils l'enlèvent, ils attaquent la fondation. Ouais. Et après, dernière chose, c'est aussi, effectivement, c'est une ancienne départementale. Donc, en fait, c'est l'ancienne départementale 70 qui passait ici. Autrefois, il n'y avait pas la route qui va Ouais, au mais bien rond-point. sûr, ouais. On passait par là, on reprenait la nationale et on reprenait la départementale où elle existe au côté Cruzol. Mais c'était quand même des voies départementales. Donc, on peut imaginer qu'elles étaient peut-être mieux fondées que les communales. Mais effectivement, c'est toujours pareil. On ne voit pas toujours ce qu'il y a dessous. Après, c'est une route aussi qui est beaucoup utilisée par les camions. Il y a quand même donc voilà, donc il y a déjà, si ça avait à bouger, ça peut être déjà bien bougé. Fraisé, il va pas être, ils vont pas poser comme ça un emplâtre sur une jambe de bois. Hein. Ils font un fraisage avant, hein. Même s'ils attaquent pas le fraisage, c'est pas très profond, ça attaque pas la couche de. Ah non, mais je de n'ai dit maintien. qu'ils attaquaient la couche de fondation. Moi, je dis, est-ce que la fondation est bonne? C'est tout. Ah bah la question, elle peut se poser, mais bon, de Bien toute sûr. façon, quoi qu'il arrive, même si on fait rien, ça nous coûtera toujours plus cher après. Donc, ça ne peut pas être une mauvaise décision. Non. Alors, moi, je pense que le département aurait pu se forcer un peu plus, c'est tout. Dans votre propos, qu'on aurait pu attendre plus du département, peut-être avez-vous raison. En fait, le point était de dire, aujourd'hui, devant cet état de fait, on avait le choix entre ne rien faire, et il y avait une attente forte des résidents de sécuriser cette voie et de créer des places de stationnement. Donc, on a fait le choix de sécuriser et d'avoir à la main la responsabilité d'envisager des travaux sur cette partie-là, puisqu'il était clair que le département n'engagerait aucun travaux sur cette partie de voirie. Donc vraiment, la décision, elle a été prise sur le critère, le choix entre ne rien faire ou faire tel que ça vous a été exposé ce soir. Du coup, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Madame Papeau, contre. Qui s'abstient? Alors, Monsieur Parizeau, Madame Accard, Monsieur Bancel, Monsieur Kant. Qui est pour? « 24 pour. Merci. Alors, le point suivant, c'est le rapport annuel. Le rapport d'activité du service gestion des déchets de la CCPA vous sera présenté. Et donc, c'est Monsieur Frachis. Alors, une lecture rapide de la synthèse du rapport annuel. Donc, sur l'année 2020, notez que pendant la crise sanitaire, le service a continué de travailler pour collecter donc les déchets ménagers. Et on peut tous, je pense, remercier les agents de collecte pour leur mobilisation pendant ces périodes compliquées. Les déchetteries sont restées fermées pendant le premier confinement et ont eu un grand succès à leur ouverture, tout comme la plateforme de la compostière à Lentilles. Un point sur les actions en matière de réduction des déchets. Donc, 534 composteurs supplémentaires ont été distribués sur le territoire. À noter que ces composteurs, on peut les demander auprès de la communauté de communes avec une participation de 20 €, donc une prise en charge de 50% par la CCPA et par les particuliers. Et dernièrement, la communauté de communes a signé un contrat d'objectifs déchets économie circulaire avec l'ADEME, avec tout un panel d'actions, une quinzaine d'actions à mettre en œuvre sur 3 ans pour le territoire et soutenu financièrement par l'ADEME. On rappelle que pour le réemploi, on a l'association Répare qui a déménagé dans les nouveaux locaux 120 rue Pierre Passeran à l'Arbrel. Donc, c'est la recyclerie qui dispose d'un local spécifique en déchetterie.
Une petite parenthèse là-dessus, donc tout le matériel qui peut être réutilisé, il ne faut pas hésiter à le mettre dans le local spécifique en déchetterie. Et sur les déchetteries du territoire, il y a eu 9 800 tonnes de déchets qui ont été réceptionnées pour 79 000 visiteurs. Et on rappelle là aussi que depuis un an, depuis 2020, le nombre de passages est limité à une vingtaine de passages par an et par habitant sur les déchetteries, pour éviter les abus. Sur les bacs poubelles jaunes et noirs, c'est 8 700 tonnes qui ont été récoltées sur le territoire. Et dernièrement, la communauté de communes a développé les implantations de conteneurs enterrés, comme on peut en avoir en face de la médiathèque de la commune de Lanty. Aujourd'hui, le territoire compte 124 conteneurs enterrés. Voilà, après, c'est des chiffres moyens, hein, c'est 175 kilos d'ordures ménagères par habitant en moyenne, ce qui est en baisse par rapport à 2019. 50 kilos de papier et d'emballage recyclable, là aussi, une légère baisse. 37 kilos d'emballage en verre, donc de verre par habitant, et 258 kilos déposés dans les deux déchetteries, avec un taux de valorisation de 87%. À noter que dans les déchetteries, il n'y a qu'un seul conteneur, c'est les encombrants qui n'est pas recyclé. Donc, les encombrants sont tous enfouis. Donc, il faut éviter au maximum de mettre dans les déchets encombrants vos déchets. Voilà pour le rapport. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Y a-t-il des questions? Non? Eh bien, merci Monsieur Frachis. Donc, je vous rappelle que ce point n'est pas soumis, ne fait pas l'objet d'un vote. C'était donc partager le rapport d'activité tel qu'il vient de vous être présenté. Donc, si vous n'avez pas d'observation ou de remarques, je vous propose de passer au point d'après qui concerne les décisions prises dans le cadre de l'article L2122-22 du CGCT. Et donc, il y a un point qui est la passation, dans le cadre de l'article 4, la passation des marchés qui concerne le marché pour le remplacement du parc de photocopieurs de la commune. Ce marché a été attribué à la société Konica Minolta, qui en est l'actuel titulaire, pour un montant de 72 789 € hors taxe, avec des options pour la location et la maintenance, et un coût de la page noir et blanc de 0,0034 € et un coût pour la page couleur de 0,032 €. Voilà. Ça, c'était pour les décisions prises dans le cadre de cet article L2122-22. Sinon, le point complémentaire concerne les questions qui avaient été posées sur la convention EPORA. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, il y avait eu 3 questions. La première concernait le montant des 2 millions d'euros qui concernait en fait, donc on a eu confirmation auprès des Porins que ce montant correspond bien au montant des encours maximum. C'est-à-dire que quand une opération se termine, en fait, une autre opération peut être réalisée. Ce qui compte, c'est qu'en fait, c'est l'encours, c'est-à-dire les opérations qui sont en cours d'instruction et en cours de réalisation par EPORIN, c'est-à-dire entre la date d'achat par EPORIN et la date de vente par EPORIN, la somme de toutes les opérations doit être dans l'enveloppe des 2 millions d'euros. La deuxième question concernait les 150 000 €. Donc, le principe est le même. Cette enveloppe de 150 000 € est pour toute la phase d'étude. Et là aussi, ce montant, en fait, c'est le montant des enveloppes d'encours de préétude. Et donc, là, de même, dans la phase de préétude, il peut y avoir plusieurs préétudes. Mais dès qu'une préétude est terminée, eh bien, une nouvelle préétude peut être réalisée et prise en charge par EPORIN dans la limite, évidemment, de cette enveloppe de 150 000 €. Et la troisième question qui était l'article 12. Alors là, on n'a pas eu de retour malgré plusieurs relances d'EPORIN qui était en fait qui concernait la mise en place d'avances financières avec 3 options. Une option A, une option B, une option C.
Et donc, pour l'option A, c'était le versement d'une avance à l'échéance pour 30 % du prix d'acquisition du bien considéré. L'option B, c'était pour 50 % du prix d'acquisition, pardon, du bien. Et l'option C, c'était pour 70 % du prix d'acquisition. Donc là, on n'a pas de retour du prix des informations en provenance d'EPORA. Ce qu'on en comprend, c'est que la collectivité pourrait demander à EPORA de faire un versement d'une avance au propriétaire, soit de 30 %, soit de 50 %, soit de 70 % pour le prix d'acquisition. Donc, dans quel cas de figure la commune pourrait être amenée à faire cette demande? On n'a pas vu trop de cas pratiques. Voilà, mais c'est en tout cas la compréhension qu'on en a. Ça supposerait que la commune intervient auprès d'EPORA pour faire un versement préalable, pour faire une avance au propriétaire, suivant les options de 30, 50 ou 70 %. Dans quel cas cela se pratiquerait? Comme ça, j'ai pas d'exemple à vous donner, en fait. Voilà, donc ça, c'était pour répondre aux questions qui nous ont été posées lors du dernier conseil municipal. Je vous propose maintenant de passer donc avec les informations diverses et je ne sais pas qui veut commencer. Je vais commencer. Monsieur Pauli? Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que la commune de Lantilly est maintenant couverte par un plan communal de sauvegarde. C'est un plan important qui permet d'identifier tous les risques, et notamment les risques sur les catastrophes majeures, les accidents courants, les accidents type accidents routiers, les dysfonctionnements de réseau, les phénomènes climatiques, les problèmes sanitaires, tels que nous venons de le connaître. Et une fois l'analyse de ces risques faite, c'est aussi de pouvoir amener des solutions pour couvrir ces risques en cas d'occurrence des accidents que je viens de citer. C'est un document important qui a été remis la semaine dernière en préfecture, qui a déjà commencé à être analysé et qui permet à chacun de se dire qu'en cas d'un événement majeur, on a déjà prévu, la commune est couverte et c'est ce qu'il faut mettre en place pour résoudre ce type de problème majeur. Voilà. Et donc, il y a un point complémentaire qui reste à travailler, qui sera la communication vers les Lentillois de ce document. Voilà. Donc, ça sera la prochaine étape. C'est tout pour moi. Voilà. Madame Boudard. Alors rapidement, simplement pour reparler du conseil communal des enfants toujours très investis. Donc le conseil communal des enfants qu'on anime avec Lucas Kant, avec Lise Monnier, avec Virginie Babic et Julie Médina. La journée d'Halloween, donc le 31 octobre, les enfants organisent une rencontre avec une retrouvaille avec les enfants. Alors, j'étais en train de rechercher l'affiche là. Donc, dites-moi si je me trompe, si la retrouvaille est à 17h ou 18h. Julie, Lucas ou Lise? 17h. Bon, 17h. Donc, 17h dans le village. Et ensuite, les enfants organisent une séance gratuite de cinéma qui est financée par la délégation animation de la commune. Et le film qui a été choisi par les enfants, c'est La Famille Adams. C'est la version de 1991, le premier film de La Famille Adams que certainement beaucoup ici ont vu. Et il y aura une séance, donc je le répète, gratuite pour toutes les familles et les enfants de Lantilly à la Passerelle à 20h. Voilà. Et c'est organisé par les enfants du Conseil communal des enfants. Avec l'aide et la participation, merci Lise, c'est pour ça qu'on est une équipe, on se relaye quand on oublie quelque chose, avec la participation de la Bobine Magique, qui nous a bien aidé pour réserver ce film, qui a tous les contacts. Monsieur Desaigné, Monsieur Frachis, vous avez des points complémentaires à apporter? Par rapport à ce que Madame le maire évoquait au niveau des 2 mutations, on va être obligé de recourir à l'assistance du centre de gestion en fin d'année pour une assistance ponctuelle pour toutes ces opérations de fin d'année. Voilà, on va faire appel au centre de gestion.
Ça faisait partie d'une des compétences des missions du centre de gestion que l'on a vu, en fait, le recours à de l'assistance. C'était le dernier point. Et les modalités étaient indiquées. Monsieur Grimonet, Monsieur Chavot, Madame Roger. On peut faire un point sur l'avancement au niveau de l'ancien bâtiment de l'école élémentaire, le bâtiment B. On a reçu donc le rapport à PAV donc, par rapport au changement de destination qu'on est obligé de faire du fait qu'avant c'était une école. Donc on a un certain nombre de points d'amélioration à apporter, donc constitue un dossier bien sûr qui sera remis au SDIS afin de valider les propositions qu'on va faire dans le but de faire un minimum de travaux et de rester en catégorie 5 sur ce bâtiment, ce qui sous-entend d'éviter de ne pas dépasser 200 occupants en même temps. Donc on est en phase d'étude sur ce dossier, on espère avancer relativement vite, de manière à ce que les associations puissent intégrer les locaux et avoir un peu plus de place pour leurs activités. Merci. Madame Roger. Non? Les autres élus? Monsieur Ponsonnaille, sur la fibre, y a-t-il des informations à destination des élus et là voilà, je crois que je ne l'avais pas prévenu, et des Lentillois, puisqu'en fait, ils nous interrogent souvent sur l'installation de la fibre. Hein. En attendant, je suis un petit peu surpris, je pense. Hein. Non, enfin, je peux en amener, mais disons que je n'ai pas tous les chiffres encore. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que l'opérateur en charge de la fibre a pour mission de fibrer l'ensemble de la commune et même du département à 100% pour la fin 2022. Il avait pour mission de fibrer 80% du département pour fin 2020. Et sur l'Antilly, le ratio était à peu près de 60% pour fin 2020. Voilà. Alors quand je dis fibrer, ce n'est pas d'avoir la fibre jusque chez le client final, mais d'avoir la fibre, la possibilité pour le client de se raccorder au réseau fibre. Voilà ce que je peux dire maintenant, comme ça au pied levé. Voilà. C'est déjà très intéressant. Je pense que ça informera. On voit qu'il y a un petit peu de retard dans le déploiement de la fibre et c'est ça qui était important. Il y a du retard, voilà. Et donc, je ne sais pas je ne m'engage pas pour le fait de tenir 100% pour fin 2022. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres observations ou questions ou interventions? Moi, j'ai une petite demande, bonsoir à tous, du pôle santé. C'est un petit peu... il vous demande au conseil municipal de pouvoir le lundi, toute la journée, ouvrir le petit parking qui est à côté. Voilà, c'est une demande. Vous l'avez faite lors de la Vogue, ça s'est bien passé. Ça serait bien qu'ils nous fassent la demande en fait. Hein, je pense qu'ils n'osent pas ou ils n'ont pas le temps, je pense. Je pense qu'ils ont sont passés par vous, c'est qu'ils ont le temps, mais on les sollicitera. Mais on n'a pas reçu de demande là-dessus, mais bien entendu que le jour où on recevra une demande, on regardera, on l'analysera. Très bien, on note. Hein. Pas d'autres interventions sur le conseil? Je vous propose donc de clore le conseil municipal. Je n'oublie pas les questions du public. Hein. Donc, on a un petit peu de public ce soir. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Non? Et donc, les prochaines dates. Hein. Donc, on va revenir au mercredi, puisque le mardi, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais là, on avait quelques difficultés. Et puis, par rapport à la disponibilité. Donc, le prochain conseil municipal se déroulera le mercredi 17 novembre. Donc, nous serons ici, puisqu'en fait, c'est une obligation, et nous vous proposerons lors de ce conseil municipal de délibérer pour faire en sorte que le conseil municipal se déroule à la passerelle de manière définitive. Et en décembre, le conseil municipal donc, de décembre se tiendra le mercredi 15 décembre. Donc, je rappelle, le mercredi 17 novembre, ici, à la salle du conseil municipal, et le mercredi 15 décembre, à la passerelle. Alors, on a changé un peu de technologie pour la retransmission, donc je pense qu'au niveau des questions du public à distance, on n'est pas en mesure de pouvoir les... Alors, on me fait oui avec la tête. Hein. Des questions. Donc, c'est possible, mais il n'y a pas de questions, c'est ça?
Eh ben, merci. Alors, j'en profite pour remercier Monsieur Baldacchino qui nous accompagne dans cette retransmission et qui confirme que, du coup, au niveau technologique, hein, il a réussi à proposer une solution, mais qu'il n'y a pas de questions du public à distance. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée et à très bientôt. Merci à vous.